Le jour de notre 5e anniversaire de mariage, un ami de mon mari s'est penché vers lui, un sourire malicieux aux lèvres, et lui a demandé en français, « Alors, comment est votre petite assistante ?» Adrien, toujours le gentleman en public, posa une tranche de cantaloupe, mon fruit préféré, sur mon assiette avant de répondre, sur le même ton détendu, jeune, très tendre. Puis, avec un clin d'œil exagéré, il ajouta, « Mais souviens-toi, il faut que cela reste secret pour ma femme. Si elle découvre, elle me quittera certainement. » Autour de lui, les hommes éclatèrent de rire, levant leurs verres en lançant une série de plaisanteries grivoises, chacun promettant de garder son secret. Moi, je restais silencieuse à ses côtés, la tige de mon verre de vin serrée si fort que mes jointures blanchirent. Personne ne savait que je comprenais chaque mot. Personne ne se doutait que j'avais découvert depuis longtemps la maîtresse soigneusement cachée d'Adrien. Je n'ai pas crié, je n'ai pas exigé d'explication. À la place, j'ai discrètement envoyé ma candidature à un institut de recherche gouvernemental, réputé pour son environnement isolé et fermé. 3 jours plus tard, comme Adrienne me l'avait un jour prédit, je savais que je le quitterais définitivement. Du coin de l'œil, Adrien avait sûrement remarqué que je n'avais pas touché le cantalou qu'il m'avait offert. Son sourire vacilla un instant avant qu'il ne se tourne vers moi, le visage adouci, et passe à l'anglais, « Suzanne, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement, affichant une attention feinte. Je ne pus m'empêcher de ressentir une amère ironie. Quelques instants plus tôt, il se moquait de moi avec ses amis. Et maintenant, il se donnait l'air du mari parfait et aimant. Je me demandais jusqu'où pouvaient aller ces mensonges. Je fis mine de sourire et répondis, « Rien de spécial. » « De quoi parliez-vous tout à l'heure ?» Adrienne éclata d'un petit rire et se pencha pour me pincer la joue, comme si j'étais une enfant. « Des affaires à l'étranger, » expliqua-t-il d'un ton chaleureux. « Tu n'aimes pas entendre parler de travail, alors nous avons utilisé le français. » Il avait oublié que, des années auparavant, j'avais passé un semestre dans une université à Paris. Il pensait que son masque de séduction tenait toujours. Mais moi, je sentais l'air devenir oppressant autour de nous. Je me retirai doucement et murmurai, « Continuez votre conversation, j'ai besoin d'air. » Sans attendre sa réponse, je me tournai et quittai la salle du banquet. En traversant les vastes couloirs, des murmures m'accompagnaient comme des ombres. « C'est Madame Cole », chuchotait-on avec admiration. « Quelle chance elle a !» On parlait de leur mariage comme d'un événement mondial. Chaque année, il organisait une célébration pour elle. Elle devait être la femme la plus heureuse du monde. Une voix soupira, pleine d'envie, « Pourquoi ne puis-je pas rencontrer un homme ainsi ?» Autrefois, ces paroles auraient rempli mon cœur de douceur. Aujourd'hui, elles ne provoquaient plus rien. Personne dans ce hall étincelant ne connaissait la vérité. L'homme que tout le monde croyait m'adorer avait déjà trahi mon cœur. La veille, j'avais prévu de surprendre Adrienne avec son cadeau d'anniversaire un peu en avance, gardant le secret pour moi seul. Je m'étais glissé discrètement jusqu'à son bureau, désirant lui offrir un moment de joie, un souvenir à chérir. Mais ce que je découvris brisa toutes les illusions qu'il me restait. Alors que je somnolais dans la salle de rangement, un souffle lourd me fit sursauter. J'ouvris les yeux et restai figé devant les grandes baies vitrées. Adrien, l'homme qui m'avait juré un amour exclusif, était collé à sa jeune assistante, Vanessa Blake. Leurs corps se pressaient l'un contre l'autre, laissant des traces sur le verre poli. Ils restèrent enlacés pendant 3 heures avant de se rhabiller et de disparaître. Je ne saurais plus dire comment j'ai réussi à traverser cette période. Ce qui restait gravé en moi, en revanche, c'était l'itinéraire de mon cœur. Il était passé du chagrin et du désespoir les plus profonds à une froide indifférence, puis à un vide absolu. Ce soir-là, en quittant les bureaux de l'entreprise, une certitude s'imposa à moi, mon mariage avec Adrien était terminé. La sonnerie soudaine de mon téléphone me tira brutalement de mes pensées. À l'autre bout du fil, la voix posée de mon mentor résonna avec son autorité habituelle. « Suzanne, j'ai déjà transmis ton dossier à l'institut de recherche. Dans 3 jours, quelqu'un viendra te chercher. Profite de ce temps pour faire tes adieux à ta famille. » À ces mots, mes doigts se crispèrent autour du téléphone. Depuis l'accident qui avait coûté la vie à mes parents 4 ans plus tôt, Adrien avait été la seule personne que je pouvais encore appeler famille. Mais après sa trahison, ce mot n'avait plus aucun sens à mes yeux. Je repris mon calme et répondis d'une voix ferme, « Professeur, ce ne sera pas nécessaire. Je vous prie d'effacer toutes mes données. » Il sembla déconcerté. « Pourquoi ? Une fois les dossiers supprimés, Suzanne Mitchell cessera d'exister officiellement. »
Toi et Adrien sembliez pourtant très proches. Que fera-t-il s'il ne peut plus te retrouver? Un rire amer m'échappa. Il m'a trompé. Un silence pesant suivit, puis un soupir fatigué. Quand nous avons parlé hier, j'ai senti que quelque chose n'allait pas entre vous deux. Je ne m'attendais pas à une telle décision. Très bien. Je ferai effacer tes traces dans les 3 jours. Règle ce que tu as à régler et prends soin de toi. Son accord me procura, pour la première fois, un sentiment de délivrance. Une fois mes dossiers supprimés, je n'aurais même plus besoin de passer par un divorce officiel. Merci, professeur, murmurai-je. À peine avais-je raccroché qu'une voix familière s'éleva derrière moi. Je me retournai et croisai le regard inquiet d'Adrien. Gardant un visage impassible, je répondis calmement, le mari d'une étudiante. Le professeur s'inquiétait pour lui. Il scruta attentivement mon expression, mais ni décelant ni colère ni méfiance, il sembla se détendre. Il passa un bras autour de ma taille et déposa un baiser sur le sommet de ma tête. Suzanne, murmura-t-il doucement, tu peux me faire confiance. L'infidélité. Ça ne nous arrivera jamais. Je plongeai mon regard dans le sien. Ses yeux respiraient une sincérité si convaincante que j'aurais presque pu croire chacune de ses paroles. Pourtant, une inquiétude persistait en moi, et je finis par murmurer, « Et si tu me trompais un jour ?» Adrien secoua immédiatement la tête, sans la moindre hésitation. Sa réponse fut nette, assurée. « C'est impossible. Suzanne, tu es la seule femme que j'aime. » Je n'étais pas satisfaite. Mais, si jamais cela arrivait? Il marqua une courte pause, puis se pencha vers moi. Sa joue effleura la mienne avec une douceur si délicate qu'elle faillit dissiper tous mes doutes. Sa voix se fit presque inaudible lorsqu'il murmura, « Alors punis-moi en disparaissant de ma vie pour toujours. Assure-toi que je ne puisse jamais te retrouver. Tu dois le savoir, Suzanne. Tu es toute ma vie. Sans toi, je ne saurais pas comment continuer. » Un léger sourire se dessina sur mes lèvres, mais je restai silencieuse. Au fond de moi, je savais déjà que cette punition était inévitable. 3 jours plus tard, je m'effacerais totalement de son univers. Adrienne semblait sur le point d'ajouter quelque chose lorsqu'une voix féminine interrompit l'instant. « Monsieur Cole, tout est prêt. » Vanessa venait d'apparaître. Elle portait une jupe crayon parfaitement ajustée et affichait une attitude irréprochablement professionnelle. Son ton était froid, maîtrisé, à 1000 lieues de la femme passionnée que j'avais vue la veille, enlacée contre lui devant la baie vitrée. Adrienne se contenta d'un simple hochement de tête, le visage impassible, puis lui fit signe de partir. En observant cette scène, une amère ironie me serra le cœur. Leur jeu était parfaitement rodé, comme s'ils l'avaient répété des dizaines de fois. Si je n'avais pas été témoin de leur proximité la veille, j'aurais sans doute continué à me laisser berner. Soudain, la grande main d'Adrien se posa sur mes yeux, m'aveuglant doucement. Son souffle chaud frôla mon oreille. « Suzanne, je t'ai préparé une surprise. » Je l'entendis compter d'une voix enjouée, 5. 4, 3, au dernier chiffre, il retira sa main. L'obscurité fut aussitôt remplacée par un ciel embrasé de feux d'artifice. Des gerbes de lumière s'élevaient les unes après les autres, formant d'abord des roses éclatantes, puis dessinant lentement le chiffre 10, suspendu et lumineux dans la nuit. Adrien passa son bras autour de ma taille et déclara, émerveillé, « Suzanne, cela fait déjà 10 ans que nous sommes ensemble. Le temps passe si vite. » Je levai les yeux vers ce nombre flamboyant, perdu dans mes pensées. 10 ans. De 19 à 29 ans. Une décennie suffit à tout bouleverser. Elle peut transformer un garçon qui vous aimait sincèrement en un homme devenu méconnaissable. Elle peut faire d'un amour pur une succession de mensonges. Adrien se tourna vers moi, son regard empreint de tendresse. Il s'inclina lentement, cherchant mes lèvres. Au moment où je me décalai légèrement pour l'éviter, son téléphone vibra. Une ombre d'agacement traversa son visage. « J'ai pourtant donné des ordres clairs, personne ne doit me déranger aujourd'hui, » grogna-t-il. Voyons qui ose interrompre ce moment. Lorsqu'il aperçut le nom affiché à l'écran, ses traits se figèrent l'espace d'une seconde. Du coin de l'œil, je le vis moi aussi. Tout en haut de la liste des messages, 3 mots ressortaient, écrits en gras. Adrien s'éclaircit légèrement la gorge et inclina son téléphone sur le côté, comme si de rien n'était. Ses doigts glissaient rapidement sur l'écran. Je remarquai cependant l'éclat fugitif dans son regard,
une lueur de désir qu'il ne parvenait pas totalement à dissimuler. Puis, comme je m'y attendais, il se tourna vers moi, le visage marqué par la culpabilité. « Suzanne, murmura-t-il, la voix basse, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Je devrais passer la journée entière avec toi, mais le travail à l'entreprise. » Je ne lui laissai pas le temps de terminer. Je n'avais aucune envie d'entendre une excuse de plus. Je comprends, le travail est important. À ces mots, un soulagement évident traversa son visage. Habituellement, avant de se séparer, il se penchait toujours pour m'embrasser. Cette fois-là, il se contenta d'une étreinte rapide avant de partir précipitamment. Je restai immobile quelques secondes, puis je demandai calmement à mon assistante de vérifier que tout était prêt pour le banquet du soir. Ensuite, je suivis discrètement la direction qu'Adrien avait prise. Ce n'est qu'une fois arrivé au parking souterrain qu'il s'arrêta enfin. Lorsqu'il ouvrit la portière de la voiture, l'expression froide et distante de Vanessa se transforma aussitôt. Elle fit la moue avant de se jeter dans ses bras, telle une enfant capricieuse. « Monsieur Cole, dit-elle d'un ton joueur, le feu d'artifice que nous venons de voir m'a rendu tellement jalouse. » Adrien effleura le bout de son nez avec un sourire contraint. « Tu as oublié ? Il y a quelques jours, pour ton anniversaire, j'avais déjà fait tirer des feux d'artifice pour toi. Pourquoi être jalouse de ceci ? » Puis sa voix se fit plus ferme. « Je t'ai promis une chose, tant que tu restes discrète et que tu ne parles jamais de notre relation devant ma femme, tout ce qu'elle a, tu l'auras aussi. » En entendant ces paroles, mon esprit retourna 5 jours en arrière. Cette nuit-là, des feux d'artifice avaient illuminé le ciel du sud de la ville pendant près d'une demi-heure. Adrien m'avait dit qu'il travaillait tard. Je l'avais même taquiné en lui envoyant une photo. Plaisantant sur le romantique désespéré prêt à dépenser une fortune pour faire sourire la femme qu'il aimait. Je compris alors que l'idiote, c'était moi. Le romantique, c'était lui. Et je n'avais été qu'une parfaite imbécile. Vanessa laissa échapper un léger rire en dessinant des cercles du bout du doigt sur sa poitrine. Alors, je n'ai même pas le droit d'être jalouse. Adrien attrapa sa main agitée, la voix plus rauque. Tu n'avais pas dit que tu avais quelque chose d'agréable à me montrer ? Avec un sourire malicieux, Vanessa saisit sa cravate et le tira vers elle jusqu'à ce que leur corps se retrouve étroitement collés. Vous devez l'ouvrir vous-même. Monsieur Cole, murmura-t-elle d'une voix douce. Je vous promets que vous ne pourrez pas résister. Le regard d'Adrien s'assombrit. Sans dire un mot de plus, il la prit dans ses bras et l'emmena jusqu'à la voiture. Vanessa poussa un cri de surprise, vite étouffé lorsqu'il s'empara de ses lèvres. Les vitres se fermèrent, et bientôt, le léger balancement du véhicule trahit ce qui se déroulait à l'intérieur. Adossé à une colonne, je sentis mes larmes tomber lourdement sur le sol. La veille encore, je les avais vues enlacées de mes propres yeux. Et assister à la scène une seconde fois réveillait la même douleur sourde dans ma poitrine, impossible à apaiser. Lors de notre mariage, Adrien m'avait juré que chaque anniversaire serait entièrement consacré à moi. Pourtant, un simple message de Vanessa avait suffi à effacer cette promesse. Était-il à ce point sous son emprise ? Je fermai les yeux, tentant de contenir la vague d'émotions qui montait en moi. Plus que 3 jours. 3 jours seulement, et tout prendrait fin. Je ne retournai pas dans la salle de réception. Je rentrai directement chez moi et m'allongeai pour me reposer. En pleine nuit, alors que je flottais entre sommeil et veille. Un bruit violent me tira brusquement de mon demi-rêve. Adrien se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage tendu. Lorsqu'il me vit, il poussa un profond soupir de soulagement. « Suzanne, pourquoi es-tu rentrée sans me prévenir » demanda-t-il avec inquiétude. Je suis retourné dans la salle et tu avais disparu. J'étais hors de moi. Je regardais l'heure sur mon téléphone, 3 heures du matin. J'étais rentré à 9 heures la veille. Il avait donc passé si longues heures avec Vanessa avant de penser à me chercher. L'ironie de la situation me serra le cœur. Je ne me sentais pas bien, je suis rentré me reposer. J'ai oublié de te prévenir, répondis-je calmement. Mentir m'était devenu étrangement facile. Adrien semblait encore ébranlé. Il se glissa dans le lit et me serra contre lui, comme s'il craignait que je ne disparaisse. La prochaine fois, dis-moi toujours où tu vas, Suzanne, murmura-t-il. Sinon, je paniquerai. Si tu disparaissais, je fouillerais toute la ville pour te retrouver. Je ne répondis pas. Dans 3 jours, il ne me retrouverait nulle part.
Le lendemain matin, sans doute rongé par la culpabilité, Adrien m'envoya un coffret de bijoux. Suzanne, tout était de ma faute hier. Ne m'en veux pas, dit-il d'un air contrit. Je jetai à peine un regard aux bijoux avant de les poser de côté. Puis je pris une autre boîte et la lui tendis. Je ne suis pas en colère. Voici le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour toi. Ouvre-le dans 2 jours. À l'origine, j'avais commandé une broche auprès d'un créateur étranger. Mais le jour où j'avais découvert sa trahison, je l'avais jetée. À la place, j'avais déposé dans cette boîte mon alliance, celle que je n'avais jamais quittée. Adrien prit le coffret, intrigué. Mais notre anniversaire était déjà hier. Pourquoi attendre encore 2 jours? Je lui adressai un léger sourire. Parce que ce qu'il contient n'a de sens que si tu l'ouvres dans 2 jours. C'est une surprise particulière. L'attente illumina son regard. Très bien. Je t'écouterai, Suzanne. J'attendrai 2 jours. À peine avait-il fini de parler que la sonnette retentit. En ouvrant la porte, je découvris Vanessa, le visage baigné de larmes, fragile comme une fleur sous la pluie. Un éclair de panique traversa le visage d'Adrien, aussitôt dissimulé. Il l'attira vers le jardin arrière. « Suzanne, dit-il d'une voix faussement posée, l'assistante de Blake doit me parler d'urgence. Nous allons discuter dehors pour ne pas te déranger pendant le petit déjeuner. » Plus tard, depuis la fenêtre de l'étage, je fus témoin d'une scène qui me frappa de plein fouet. Vanessa s'agrippait à Adrien, tremblante, le visage enfoui contre sa poitrine. Mais au lieu de la réconforter, il la repoussa brutalement, le visage déformé par la colère. « Es-tu devenue folle ?» cria-t-il. « Je t'ai interdit de venir ici si Suzanne avait le moindre soupçon. Tu vas le regretter. » Les yeux de Vanessa se remplirent de nouvelles larmes. La voix tremblante, elle sortit un document de son sac et le lui tendit. « Je sais que je n'aurais pas dû venir, » murmura-t-elle. Puis elle lâcha, presque inaudible, « Je suis enceinte. » Ces mots me figèrent sur place. J'eus l'impression qu'une main invisible se refermait brutalement autour de mon cœur, m'empêchant de respirer. Enceinte. Vanessa portait son enfant. Des souvenirs me revinrent aussitôt. Au début de notre mariage, nous avions parlé d'avoir des enfants. Adrienne m'avait alors serré la main avec douceur, m'expliquant que des enfants risqueraient de diluer l'amour que nous partagions. Il voulait que notre union reste intacte, entièrement tournée l'un vers l'autre. Touché par ce que je croyais être une sincérité profonde, j'avais accepté sans discuter. À présent, la vérité éclatait avec une cruauté insoutenable, il m'avait refusé la maternité, mais l'avait accordée à une autre. Adrienne pâlit en découvrant la nouvelle. Puis, en parcourant le rapport médical, ses traits s'adoucirent. 9 semaines, murmura-t-il. Les premiers mois sont délicats, tu dois être très prudente. Il glissa le document dans sa poche avant d'ajouter d'un ton décidé, « Va m'attendre dans la voiture. Je t'emmène moi-même à l'hôpital pour un autre examen. Je ne laisserai rien arriver au bébé. » À ces mots, les sanglots de Vanessa cessèrent. Un sourire fragile illumina son visage. Elle se hissa vers lui et l'embrassa avec une ardeur désespérée. Les yeux d'Adrienne s'assombrirent tandis qu'il lui rendait son baiser, une main posée à l'arrière de sa tête, comme s'il était incapable de la lâcher. Leurs lèvres restèrent unies un long moment, jusqu'à ce qu'ils s'écartent enfin avec un rire nerveux. « Tu ne devrais pas me provoquer dans ton état, » murmura-t-il en repoussant une mèche de cheveux de son visage. « Il y a un enfant en toi. Va maintenant. Suzanne m'attend dans la voiture. » J'attendis d'entendre ses pas s'éloigner et la porte se refermer avant de redescendre à mon tour. Je repris calmement place à la table. Une étrange sensation de soulagement m'envahit. Pour la première fois, je remerciai le ciel de ne pas avoir eu d'enfant avec lui. Rien ne me retenait. Partir serait plus simple. Lorsqu'Adrienne revint, il affichait cette expression de regret qu'il utilisait toujours lorsqu'il s'absentait trop longtemps. « Suzanne, une affaire urgente m'oblige à quitter la ville immédiatement. Reste à la maison ces prochains jours. À mon retour, je t'apporterai un cadeau. » « D'accord, » répondis-je tranquillement. Il observa mon visage, cherchant la moindre trace de colère ou de soupçon. N'en trouvant aucune, il sembla rassuré. Puis il soupira et partit. Je le regardai disparaître, avant de baisser les yeux vers le calendrier posé sur la table. Dans 2 jours exactement, je serai parti. Peut-être pour toujours. Cet après-midi-là, un message arriva sur mon téléphone.
Une image d'échographie. En dessous, ces mots glacials, je te le dis maintenant, je porte l'enfant d'Adrienne. C'est son premier enfant. Toi, tu n'es qu'une vieille poule stérile. Si tu as un peu de dignité, divorce et laisse-moi ta place. Le numéro m'était inconnu, mais je n'eus aucun doute sur l'expéditrice. Désormais enceinte, Vanessa se sentait assez forte pour revendiquer sa victoire et m'humilier. Pourtant, mon cœur était déjà froid. Ma décision était prise. Ce message ne provoqua rien en moi. Adrienne ne revint pas durant les 2 jours suivants. J'en profitai pour préparer mon départ. Je rassemblai soigneusement mes affaires. Ce qui pouvait être donné le fut. Ce qui devait disparaître, je le détruisis. À la fin, il ne resta que l'essentiel, rangé dans une valise, prêt pour mon départ vers l'institut de recherche. Le matin venu, je me levai tôt et m'assis, attendant la voiture du laboratoire. Alors que j'allais appeler mon professeur pour demander un délai, mon téléphone s'illumina à nouveau. Un autre message de Vanessa. Cette fois, c'était une photo. Elle portait une robe de mariée. Au milieu d'un champ fleuri, Adrienne était agenouillée devant elle, une bague à la main, le regard levé vers son visage. Les mots qui accompagnaient l'image furent d'une clarté cruelle, Adrienne m'a demandé en mariage. Aujourd'hui, nous allons nous marier. Il m'a promis une place légitime pour moi et notre enfant. Le mariage n'est que le début. Tout s'expliquait enfin. Voilà pourquoi il avait passé ces 2 derniers jours au téléphone. En secret. Il s'avérait qu'il préparait en secret une surprise grandiose pour moi. Le temps lui manquait, disait-il, mais il avait veillé à ce que chaque détail soit irréprochable. Son seul souhait était de faire de moi la future épouse et la mère la plus comblée qui soit. À son prochain retour, il comptait te jeter les papiers du divorce au visage. Si tu tiens encore à un semblant de dignité, tu ferais mieux de quitter cette villa avant ce jour. Bientôt, la maîtresse de cette maison, ce sera moi. Cette fois, je pris le temps de répondre. Félicitations. Ton souhait est sur le point de se réaliser. Ce fut le dernier message que j'envoyai avant que la voiture n'arrive. Je saisis ma valise, montai à l'arrière et m'installai sans un mot. En chemin, arrêté à un feu rouge, une exclamation venant de la rue attira mon attention, c'est incroyable. Qui peut se marier avec un tel luxe? Presque machinalement, je tournai la tête. De l'autre côté de la route, Adrien était assis à l'arrière d'une Maybach élégante, vêtu d'un costume parfaitement ajusté. Son regard était empreint de douceur tandis qu'il lissait délicatement les cheveux de Vanessa, repoussant une mèche rebelle derrière son oreille. Puis, soudain, ses yeux croisèrent les miens. Le choc se peignit instantanément sur son visage. À peine une seconde plus tard, mon téléphone se mit à sonner. Je n'aurais jamais cru que, sur le chemin de mon départ définitif, je tomberais encore sur Adrien. Heureusement, la vitre n'était qu'entr'ouverte. Je la remontai aussitôt, me protégeant de son regard insistant. Son nom s'afficha sans cesse à l'écran, vibrant avec obstination dans l'habitacle. Je ne répondis pas. J'abaissai simplement la vitre d'1 centimètre et jetai le téléphone dehors. De toute façon, une fois arrivé à l'institut de recherche, tout moyen de communication me serait interdit. À l'aéroport, je retrouvai mes collègues et nous montâmes ensemble à bord de l'avion, laissant derrière nous tout ce qui appartenait au passé. Pendant ce temps, Adrien restait immobile, le téléphone serré dans la main, fixant l'appel resté sans réponse. Il tenta de se rassurer, il était encore tôt, Suzanne devait dormir. Elle n'avait sûrement rien entendu. Il se persuada que le regard croisé plutôt appartenait simplement à une inconnue qui lui ressemblait. Vanessa, observant son agitation, sentit une pointe de jalousie lui serrer la poitrine. C'était leur jour de mariage, et pourtant son esprit semblait ailleurs. Mais le souvenir du message reçu ce matin la lui arracha un sourire satisfait. Apparemment, je connaissais enfin ma place. Très bientôt. Elle serait Madame Cole, officiellement et réellement. La cérémonie se poursuivit avec une élégance parfaitement orchestrée. Cependant, au milieu des festivités, un appel provenant de la villa d'Adrien parvint jusqu'à lui. Il se figea, les yeux qu'il avait vus plus tôt lui revenant en mémoire, l'incitant à répondre. Mais Vanessa s'empressa de lui saisir la main, la serrant entre les siennes, le regard tremblant d'émotion. « Adrien, murmura-t-elle, la cérémonie n'est pas encore terminée. Je crois que le bébé que je porte aimerait voir ses parents achever ce moment ensemble. Tu ne penses pas ?» À l'évocation de l'enfant,
la main d'Adrien retomba lentement. Le poids du devoir l'obligea à rester. Ce n'est qu'une fois la cérémonie achevée qu'il s'écarta enfin pour rappeler. Dès que la ligne s'ouvrit, une voix paniquée éclata. « Monsieur. Quelque chose de terrible est arrivé. Madame a disparu. » Le visage d'Adrien se décomposa. « Disparu ? Que racontes-tu ? Elle est sûrement sortie un instant. Ne dis pas d'absurdité. » La domestique, au bord des larmes, poursuivit. « Il y a 2 jours, madame nous a dit de prendre congé. Nous sommes revenus ce matin. Toutes les photos de vous deux avaient disparu. Ses vêtements aussi. Et madame est introuvable. Elle ne répond à aucun appel. » La couleur quitta le visage d'Adrien. Sans un mot de plus, il se dirigea d'un pas rapide vers la sortie. « Continuez à la chercher, » ordonna il rentre immédiatement. Non loin de là, Vanessa posait encore devant le photographe. En le voyant partir précipitamment, elle se plaça devant lui, la voix chargée de reproches. « Adrien, la séance photo n'est même pas terminée. Où vas-tu comme ça ?» Mais Adrien était déjà gagné par l'angoisse et n'avait aucune patience pour être interrompu. « Les photos ? Oublie les photos !» lança-t-il sèchement. « Ne te mets pas en travers de mon chemin. » La domestique ajouta d'une voix pressée. « Madame Suzanne a disparu. Je dois absolument la retrouver. » À ces mots, le cœur de Vanessa bondit de joie. Ainsi, le message qu'elle avait envoyé le matin même avait porté ses fruits. Elle est vraiment partie, pensa-t-elle. Elle se força toutefois à afficher une expression grave, étouffant le sourire victorieux qui menaçait de trahir sa satisfaction. D'un ton faussement inquiet, elle murmura. « Le plus important, c'est de la retrouver. Tu devrais rentrer au plus vite, Adrien. » Ces paroles semblaient pleines de sollicitude, mais au fond d'elle-même, Vanessa espérait plus que quiconque qu'il ne me retrouve jamais. Adrien s'arrêta un instant, surpris par ce qu'il prenait pour de la prévenance. Une ombre de culpabilité traversa son regard. « Prends bien soin du bébé, » lui dit-il. « Dès que j'aurai retrouvé Suzanne, je t'emmènerai en Europe pour quelques jours. » Puis il partit précipitamment. Sur la route du retour, Adrien ne cessait de sortir son téléphone, composant ce numéro qu'il connaissait par cœur. Encore et encore, il appuya sur la touche d'appel, mais chaque fois, la même voix froide et impersonnelle résonnait. « Nous sommes désolés, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer ultérieurement. » Après plus d'une dizaine de tentatives infructueuses, il abandonna enfin. Il enfonça brutalement l'accélérateur, et la voiture fendit la route comme une flèche. Lorsqu'il arriva à la villa, il découvrit une maison encore plus vide que ce que la domestique avait décrit. Le silence y était pesant, presque étouffant. Même dans la salle de bain, le verre à dents que nous partagions avait disparu, il n'en restait plus qu'un, le sien. Son cœur s'emballa. Une peur sourde envahit sa poitrine. « J'avais emporté toutes mes affaires, effaçant jusqu'à la moindre trace de mon passage dans cette maison. Que signifiait tout cela? Avais-je réellement l'intention de le quitter pour de bon? » Le personnel de maison se tenait devant lui, tremblant, n'osant même pas respirer trop fort. Au bord de la route? Et si Suzanne avait été enlevée? Les doigts tremblants, il alluma l'appareil, luttant pour contenir la terreur qui menaçait de l'étouffer. L'écran s'illumina aussitôt, laissant apparaître un message. « Suzanne, au moins sais-tu préserver un minimum de dignité en partant. Ne reviens jamais. Désormais, c'est moi la véritable madame. L'enfant que je porte sera l'unique héritier d'Adrienne Cole. » Ces mots frappèrent Adrienne comme un coup de tonnerre. Ses yeux s'écarquillèrent, le souffle coupé. Pris d'une urgence fébrile, il ouvrit la conversation sur son téléphone. Ce qu'il découvrit dépassait de loin un simple message cruel. Il y avait des images, une échographie. Une bague glissant à un doigt, et de nombreux messages provocateurs, débordant d'arrogance et de mépris. À cet instant précis, tout devint limpide. Elle savait. Suzanne avait toujours su pour sa trahison. La colère embrasa Adrienne. Ses yeux s'emplirent d'une lueur rouge, tandis que la rage montait en lui. Il avait pourtant averti Vanessa à maintes reprises, jamais leur relation ne devait être exposée à sa femme. Mais elle avait osé franchir la ligne, poussant ses menaces au grand jour. Sans réfléchir davantage, il attrapa ses clés et démarra en trombe vers la maison de Vanessa. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Vanessa affichait un sourire radieux, convaincue qu'Adrienne avait abandonné toute recherche.
qu'il avait accepté la disparition de Suzanne. Dans son esprit, elle se voyait déjà devenir Madame Cole. « Adrien !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Tu es venu me chercher ? Je fais mes valises et je pars avec toi tout de suite. » Elle tenta d'entrer, les yeux brillants d'espoir. Mais brusquement, Adrienne la saisit par le bras et la repoussa violemment. Son sourire s'effaça instantanément. Son visage était sombre, chargé d'une fureur contenue. « Vanessa, gronda-t-il d'une voix glaciale, qui t'a donné l'audace de révéler notre relation à ma femme ?» Les mots la frappèrent de plein fouet. Elle chancela, le corps parcouru d'un frisson de peur. Elle savait combien Adrienne aimait Suzanne. C'est pour cela qu'elle avait accepté de rester dans l'ombre. Mais la grossesse avait changé ses ambitions. Elle avait voulu quitter les ténèbres pour prendre la place légitime. Elle força un sourire tremblant, les yeux humides. « Je ne comprends pas ce que tu dis. Je n'ai jamais contacté ta femme. Je veux seulement rester à tes côtés. » Autrefois, il l'aurait peut-être cru. Mais désormais, les messages arrogants qu'elle avait envoyés tournaient sans cesse dans son esprit. Son déni ne fit qu'attiser sa colère. Il jeta son téléphone à ses pieds. L'écran s'illumina, affichant les preuves irréfutables. Vanessa resta figée. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Finalement, elle s'effondra, s'accrochant à lui, la voix brisée. « J'avais peur. Je voulais protéger notre enfant. » Adrienne la repoussa avec froideur. « Je t'avais prévenu. La place de Madame Cole appartient uniquement à Suzanne. Tu n'as jamais été qu'un moment d'égarement. » Chaque mot était plus dur que le précédent. « Si tu étais resté à ta place, je me serais assuré que tu ne manques jamais de rien. Mais tu as enfreint la seule règle. » Il frappa dans ses mains. Deux gardes apparurent aussitôt et l'encerclèrent. La panique envahit Vanessa. « Adrien, je t'en supplie. Suzanne est partie. Elle ne reviendra pas. Je porte ton enfant. » À l'évocation du mot « partie », le regard d'Adrienne se durcit. « Suzanne reviendra. Je m'excuserai. Elle m'a toujours pardonné. » Sa voix devint tranchante. « Mais toi, tu es celle qui a détruit mon mariage. Je ne te laisserai plus jamais croiser son chemin. » Vanessa supplia, désespérée. Adrienne, impassible, détourna le regard tandis qu'on l'emmenait. La porte se referma lourdement derrière elle. Dès lors, il consacra toute son énergie à retrouver Suzanne. Il alerta la police, engagea des enquêteurs, fit placarder des avis de recherche partout. Pourtant, aucune trace. Même les autorités affirmèrent qu'aucun dossier n'existait au nom de Suzanne Mitchell. Comme si elle n'avait jamais existé. Alors un souvenir lui revint. Lors de leur dernier anniversaire, elle lui avait posé une question, le sourire aux lèvres, mais le regard grave. « Que ferais-tu si tu me trahissais un jour ?» Il avait ri. « Alors punis-moi en disparaissant à jamais. » Ces paroles résonnaient désormais comme une prophétie. Chaque soir, la villa l'accueillait dans un silence glacial. La maison autrefois chaleureuse n'était plus qu'un lieu vide, oppressant, rempli de regrets. C'est alors qu'Adrienne se rappela quelque chose. Quelque chose qu'il avait négligé avant son départ. Je lui avais remis une petite boîte en lui demandant de ne l'ouvrir que 2 jours plus tard. Le jour même de ma disparition. Mais pris dans le chaos des événements, il avait complètement oublié son existence. À présent, accroché au moindre espoir, il se précipita pour la récupérer. Peut-être, se disait-il, qu'elle contenait une adresse, un mot, un indice capable de le ramener jusqu'à moi. Peut-être étais-je simplement parti sous le coup de la colère, attendant qu'il vienne implorer mon pardon. Ses mains tremblaient lorsqu'il souleva le couvercle. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule chose, une bague, scintillant faiblement sous la lumière tamisée. Mon alliance. Celle que j'avais juré de ne jamais retirer. Celle que nous avions échangée le jour où nous avions promis de rester unis pour la vie. À cet instant, le dernier espoir d'Adrien se réduisit en cendres. Cette bague disait tout. J'avais choisi de mettre un point final à notre histoire. Un regret brûlant lui serra la poitrine, si intense qu'il en avait presque le souffle coupé. Il murmura, la voix brisée, « Pourquoi ? Pourquoi ai-je laissé Vanessa s'approcher de moi ?» Pour la première fois, il mesurait réellement l'ampleur de sa perte. Pendant 10 ans, il avait cru que j'étais l'unique femme de sa vie. Et pourtant, il dut admettre que la routine avait peu à peu émoussé sa fidélité. À chaque dîner mondain,
Il voyait ses amis entourés de femmes différentes, rire facile, vantardises déplacées. Cette tentation, ce moment d'égarement, l'avait conduit dans les bras de Vanessa. Pour lui, ce n'était jamais de l'amour. Il n'avait jamais envisagé le divorce. Dans son cœur, j'étais la seule qu'il aimait. Mais il n'avait jamais imaginé qu'un simple frisson d'excitation lui coûterait 10 années de vie commune. Et la femme qu'il aimait le plus. De mon côté, je n'éprouvais plus rien. Après mes études et mon mariage avec Adrien, j'avais tourné la page de mon ancien monde. Pendant des années, je n'avais plus touché au moindre équipement de laboratoire. Mes gestes étaient maladroits, mes réflexes rouillés. Pourtant, je ne pouvais me résoudre à décevoir les professeurs qui avaient cru en moi autrefois. Chaque soir, je restais tard au laboratoire, m'acharnant à rattraper le temps perdu. Les expériences s'enchaînaient, absorbantes et exigeantes, jusqu'à m'épuiser complètement. Je n'avais plus l'énergie de repenser au passé. Mes collègues faisaient preuve d'une bienveillance sincère. Nous avancions tous vers le même objectif, nous soutenant sans réserve. Les jours se fondirent en semaines, puis en mois. Sans m'en rendre compte, 6 mois s'étaient écoulés. Finalement, l'un de nos projets connut une avancée majeure. Pour célébrer, nous organisâmes un dîner, soulagés et fiers de nos résultats. Jamais je n'aurais imaginé que cette soirée me ferait croiser l'homme que je redoutais le plus. Le directeur de l'Institut guida Adrien dans la salle et l'installa en bout de table avec un large sourire. Il le présenta comme l'investisseur principal de l'Institut. C'est à cet instant que j'appris la vérité, Adrien avait vendu toutes ses parts et investi toute sa fortune ici. Tout au long du repas, je sentais son regard posé sur moi, insistant. Je gardais la tête baissée, mangeant en silence, feignant l'indifférence. À la fin du dîner, je me hâtais vers le dortoir, désireuse de fuir. Mais au détour d'un couloir, une main saisit brusquement mon bras. Je poussai un soupir las. Ce qui devait arriver était arrivé. Je levai les yeux et croisai son regard. Ses yeux étaient rouges, emplis de détresse. « Que fais-tu ici » demandai-je calmement. Il me serrait comme si j'allais disparaître à la moindre seconde. Sa voix tremblait. « Suzanne, je t'ai enfin retrouvée. Sais-tu qu'il m'a fallu 3 mois entiers pour te localiser? J'ai donné toutes mes propriétés pour convaincre le directeur de me laisser t'approcher. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai failli perdre la raison à te chercher. Je tentais de me dégager, en vain. Ma voix resta posée mais ferme, je ne suis plus Suzanne. Et je ne suis plus ta femme. Tu n'as aucune raison de me chercher. D'ailleurs, Vanessa a sûrement déjà accouché. Tu devrais retourner auprès d'elle. » Son visage se décomposa. La douleur et le regret se mêlaient dans ses traits. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû être avec elle. L'enfant. J'ai tout arrangé. Elle ne réapparaîtra plus jamais devant toi. S'il te plaît, rentre avec moi. Un frisson de dégoût me traversa. J'étais incapable de croire qu'il ait pu être assez cruel pour abandonner son propre enfant. À cet instant, je me demandais si ces 10 années n'avaient été qu'un mensonge, une vie partagée avec un homme que je n'avais jamais vraiment connu. Je le regardais droit dans les yeux. Adrien, dès l'instant où j'ai appris ton infidélité, tout était terminé. Peu importe comment tu m'as retrouvé. Quand j'ai effacé toute trace de moi, cela ne signifiait-il rien pour toi? Je conclus, sans trembler, je ne veux plus aucun lien avec toi. Même si les papiers portent encore ton nom, dans mon cœur, tu n'existes plus. Mes mots le frappèrent de plein fouet. Il chancela, relâchant enfin son emprise. Je sais que j'ai eu tort. Supplia-t-il. C'était ma première erreur. Ne peux-tu pas me pardonner, juste cette fois? Je te jure qu'il n'y aura plus jamais une autre femme. Profitant de l'instant, je me libérai et reculai d'un pas. Ma voix fut claire, tranchante, définitive, un homme qui trahit une fois trahira toujours. À mes yeux, ta condamnation est déjà prononcée. Il n'y aura aucun pardon. Adrien ouvrit la bouche, comme s'il voulait ajouter quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse continuer, 2 agents de sécurité de l'Institut de recherche s'approchèrent, fermes mais polis. Ils lui rappelèrent que son temps était écoulé et qu'il devait partir. Un soulagement m'envahit à leur apparition. Sans me retourner, je me dirigeai vers le dortoir, le corps épuisé, rêvant seulement du calme de ma chambre. Juste en franchissant le seuil, un cri déchirant résonna derrière moi, chargé de désespoir. Suzanne.
Je m'immobilisai un instant, frappé par cette voix angoissée qui résonnait dans le couloir. Si je n'avais pas été infidèle? Ou si j'avais mis fin à ma relation avec Vanessa à temps? Serais-tu resté avec moi? Serais-tu encore là? Mon cœur tressaillit involontairement. Pourtant, je continuai mon chemin, feignant de ne rien entendre. Je franchis la porte sans un mot, laissant derrière moi regret et amertume. Dans ce monde, les s'il n'existent pas. Je fermai la porte du dortoir et m'y appuyai, respirant lentement jusqu'à ce que l'écho de la voix désespérée d'Adrienne s'évanouisse. Pour la première fois depuis des années, le silence autour de moi n'était plus solitude mais liberté. L'air lui-même semblait plus léger, plus pur et indulgent. Ma chambre, simple mais fonctionnelle, m'avait été attribuée par l'Institut, un lit étroit, un bureau encombré de notes et de papiers, une étagère remplie de livres que je n'avais jamais eu le temps de lire. Pourtant, ce modeste espace me semblait un sanctuaire. Je déposai mon manteau sur la chaise et, dans le petit miroir du bureau, je me vis. Une femme aux yeux fatigués, oui. Mais plus vifs, plus clairs qu'avant. Pendant des années, j'avais vécu comme si mon identité entière dépendait d'Adrienne, en tant qu'épouse. Soutien et ombre. Maintenant, je me voyais enfin libre de ce fardeau. La nuit ne fut pas immédiate. Je me fis une tasse de thé, le parfum léger emplissant la pièce, puis m'installai au bureau avec mon carnet point d'abord hésitante, ma plume se mit peu à peu à écrire, la trahison, la douleur, les illusions brisées, les nuits d'attente, les sourires forcés, les humiliations silencieuses. Et puis, soudain, je notai ce que je voulais pour moi. Pas ce qu'Adrienne désirait, ni ce que la société attendait, mais moi, Suzanne. Terminer le projet ambitieux de l'Institut, publier mes recherches sous mon nom, voyager, découvrir des rues inconnues, goûter des plats sans contrainte, acheter des fleurs simplement parce qu'elles étaient belles. Quand je reposais la plume, le thé était froid, mais mon cœur brûlait de chaleur. Le lendemain matin, je me levai avant l'alarme. Cheveux attachés en chignon, chemise blanche impeccable, je me regardais dans le miroir, Suzanne, aujourd'hui, tu es à toi-même. À l'Institut, les murmures circulaient vite. On racontait, elle a quitté son mari, disparu pendant des mois, revenue différente. Pour une fois, je n'avais rien à expliquer. Que parlent-ils? Leurs avis n'étaient plus des chaînes. Je me plongeais dans mon travail. Notre équipe planchait sur un projet complexe de stockage d'énergie renouvelable, capable de transformer l'avenir si nous réussissions. Longtemps simple contributeur silencieuse, je pris désormais la parole lors des réunions, proposais des solutions, restais tard pour tester de nouvelles approches. Mes collègues me regardaient autrement, d'abord surpris, puis avec respect. Un soir, Dr Williams, notre superviseur principal, s'arrêta à mon bureau. « Tu me rappelles moi, il y a 30 ans ?» dit-il en posant un café à côté de moi. Déterminé à prouver quelque chose, refusant les demi-mesures. Mais souviens-toi, te prouver à toi-même ne doit jamais te détruire. Je souris sincèrement. Ne vous inquiétez pas, docteur. J'ai déjà été détruite. Maintenant, je reconstruis. Les semaines passèrent, puis les mois. Mon rythme changea. Je ne comptais plus les jours selon les anniversaires ou les humeurs d'Adrienne, mais selon les progrès réalisés, les chapitres lus, les brouillons terminés. Je recommençais à courir le matin, à cuisiner pour moi, à me balader au marché. Un matin, un étal de tulipes attira mon attention, j'achetai un bouquet pour moi-même. Le vendeur, un vieil homme au regard bienveillant, sourit, « Pour quelqu'un que vous aimez ?» « Pour moi, répondis-je en riant. Ces fleurs devinrent un rituel, un rappel que la beauté n'avait besoin d'aucune justification. Un soir, après de longs mois de travail discret et acharné, notre équipe s'apprêtait à présenter ses résultats lors d'un grand congrès. Pour la première fois, c'était moi qui avais été choisi pour prendre la parole. En coulisses, une légère nervosité me traversait. Mais ce n'était plus cette peur étouffante d'autrefois, celle qui naissait quand ma valeur dépendait du regard d'Adrienne. Cette fois, c'était autre chose, l'excitation de tenir debout par mes propres efforts. Lorsque je montais sur scène, les projecteurs m'éblouirent presque. Devant moi se tenaient des chercheurs, des investisseurs, des représentants officiels. Quand je commençai à parler, ma voix resta ferme. Je détaillais notre méthode, nos découvertes, les perspectives ouvertes par notre travail. Pendant 20 minutes, je vis des têtes approuvées, des stylos courir sur le papier, des regards s'illuminer d'intérêt. Je n'étais plus l'épouse de quelqu'un,
ni l'ombre de qui que ce soit. J'étais Suzanne, une chercheuse, une femme avec sa propre voix. Quand j'eus terminé, les applaudissements envahirent la salle comme une vague. Je m'inclinai légèrement, envahi non seulement par le soulagement, mais par une fierté nouvelle. Après la conférence. Alors que je me tenais à l'extérieur du bâtiment, une pluie fine commença à tomber. L'air frais et humide portait l'odeur du bitume mouillé. Je levai le visage, laissant les gouttes effleurer ma peau. Et sans y penser, je me mis à rire. Pas ce rire poli et contenu que j'offrais autrefois en société, mais un rire franc, libre, qui se perdit dans la nuit. À cet instant précis, je compris que j'avais franchi un cap, je n'avais plus besoin de la présence ni de l'absence d'Adrienne pour me définir. La solitude ne m'effrayait plus. J'avais construit en moi quelque chose qu'aucune trahison ne pourrait effacer. Dans les mois suivants, je continuais d'évoluer. Je rejoignis un club de lecture où des inconnus devinrent peu à peu des amis. Partageant des histoires sans lien avec la recherche ou les mariages brisés. J'appris aussi à peindre, maladroitement au début, puis avec de plus en plus de justesse, jusqu'à réussir à donner des couleurs aux émotions longtemps enfouies. J'adoptai même un chat errant trouvé grelottant près des grilles de l'institut. Je l'appelais Espoir. Elle me suivait partout, présence silencieuse me rappelant que les nouveaux départs prennent souvent la forme de fragiles rencontres. La vie n'est pas devenue parfaite du jour au lendemain, et les blessures ne se sont pas refermées instantanément. Mais chaque jour, je bâtissais un peu plus. Chaque jour, je me choisissais, dans les petites comme dans les grandes décisions. En regardant en arrière, je ne regrettais plus les années passées. Elles n'avaient pas été perdues, elles étaient des leçons, dures mais nécessaires. Elles m'avaient appris ce que signifie trop donner, faire confiance à la mauvaise personne, tout perdre et pourtant se relever. Aujourd'hui, lorsque j'entre dans mon bureau, que je cours dans le parc ou que je m'assieds avec Espoir blotti sur mes genoux, je ressens une certitude profonde, je suis devenu ma propre réponse. Et c'était là la plus douce des revanches. Ni la colère, ni l'amertume, ni le besoin de prouver qu'Adrienne avait tort, mais celui de me prouver, à moi-même, que j'avais raison. Je me réveillai avant l'aube et restai immobile quelques instants, écoutant le silence du couloir du dortoir. À cette heure-là, le bâtiment semblait respirer doucement, un soupir des vieux tuyaux, un murmure de vent contre les fenêtres. J'observai la lumière pâle glisser sur le plafond et ressentis un calme inconnu depuis longtemps. Ma vie s'était simplifiée, travailler, apprendre, me reposer, guérir. Une ligne modeste, mais entièrement mienne. Je préparai du thé et entr'ouvris la fenêtre. L'air froid effleura mon visage. Je resserrai mon pull autour de mes épaules et inspirai profondément, comme si je pouvais boire le matin lui-même. Le chat que j'avais recueilli près du portail, celle que j'avais appelée Espoir, s'étira longuement sur le lit avant de bâiller. Peu importait la promesse du ciel pluie ou lumière, elle accueillait chaque matin avec la même grâce tranquille. Je lui caressai la tête en lui disant que cette journée serait productive. Le simple fait de le dire à voix haute m'aida à me recentrer. À l'institut, les couloirs étaient imprégnés d'une légère odeur de café mêlée à celle du papier chauffé par les photocopieuses. Je m'arrêtai devant le tableau où le planning de la semaine était affiché et suivi du regard les lignes colorées reliant les expériences. Une fois encore, j'étais affecté à l'équipe de stockage. Ce n'était pas l'endroit le plus visible, mais c'était là que je pouvais avancer sans agitation, pas à pas. J'aimais le bourdonnement discret des appareils et la patience exigée par des essais qui échouaient encore et encore avant de finir par aboutir. Le docteur Williams passa. Fidèle à son allure posée, et posa la main sur le coin de mon bureau. Il parcourut les notes laissées pour l'équipe de nuit ainsi que le graphique simple que j'avais tracé pour les guider. Il hocha la tête. « Vous avez laissé une carte, dit-il. C'est ça, le leadership. » Une chaleur douce m'envahit. Les compliments ne me donnaient plus l'impression de combler un manque. Ils ressemblaient désormais à une prévision météo, une observation juste, sans excès. Je le remerciai, puis repris mon travail d'un pas plus léger. Dans l'après-midi, une stagiaire prénommée Maya me rejoignit pour la première fois. Menue, les yeux vifs, elle observait tour à tour les éprouvettes. Les étiquettes et chacun de mes gestes. Son appréhension me rappela mes débuts, quand chaque bouton semblait dangereux et chaque chiffre vertigineux. Je lui expliquai comment noter les légers changements de teinte indiquant que la solution atteignait son équilibre. Écris plus que nécessaire, lui conseillai-je. Quand la fatigue arrive, ce sont les détails qui te soutiennent. Elle acquiesça et appliqua immédiatement ce que je venais de dire. La rigueur est une forme de courage silencieux. Je la reconnus en elle.
Le soir, j'avais un autre rituel. J'écrivais. Pas toujours sur la tristesse. J'écrivais sur la saveur des poires en automne, sur le bruit de mes pas sur l'asphalte mouillé. J'évoquais l'étal du marché aux tulipes, la main ridée du vendeur enveloppant les tiges dans du papier brun. Je racontais la petite fierté d'une bouilloire sifflant exactement au moment où mon chat sautait sur le rebord de la fenêtre. J'écrivais pour réapprendre à mon esprit à voir le monde. Chaque page terminée était glissée sous un galet lisse sur mon bureau. Comme on presse des feuilles pour qu'elles gardent leur forme. Un samedi paisible, je marchais jusqu'à la rivière derrière la bibliothèque. L'eau glissait lentement, semblable à une étoffe de soie tirée par des mains invisibles. Je restais là longtemps, à regarder les feuilles dériver, tournant une fois, puis deux, avant de disparaître. Une femme aux cheveux argentés, portant une écharpe rouge, se plaça à mes côtés. Elle tenait un petit livre. On dirait que vous réfléchissez, dit-elle avec douceur. Je lui souris et répondis que je m'entraînais à ne rien faire. Elle eut un léger rire. C'est le travail le plus difficile, répondit-elle. Nous restâmes côte à côte, sans parler. Le silence avait la douceur d'une couverture chauffée par le soleil. Plus tard dans l'après-midi, j'entrai dans la bibliothèque et remarquai une affiche annonçant un groupe de lecture. Les rencontres avaient lieu une semaine sur deux, un rythme que je sentais capable de suivre. J'inscrivis mon nom au bas de la feuille. En sortant, le vent s'était levé, les arbres ondulaient comme s'ils dansaient. Je laissai l'air me traverser le visage, sans me presser. Je n'avais plus personne à satisfaire, sinon celle qui avançait chaque jour avec mes propres pas. Lors de la réunion suivante à l'Institut, l'équipe est revenue sur les échecs de la dernière série d'essais. J'ai levé la main et parlé d'une légère variation de température que j'observais depuis un moment, un détail qui m'avait d'abord semblé insignifiant. J'ai choisi des mots simples, parce que c'est ainsi que je comprenais les choses moi-même. Le docteur Williams a fait doucement claquer son stylo contre la table, un réflexe qu'il avait lorsqu'une idée lui plaisait. Essayons exactement ce que Suzanne propose, a-t-il dit. Ni plus, ni moins. Nous avons testé. Et les résultats ont changé, comme une porte qui s'ouvre soudain quand on trouve enfin la bonne clé. Le mouvement était infime, mais son impact, immense. Après la séance, Maya m'a rejointe dans le couloir. Elle parlait à voix basse, rapidement. Elle m'a confié qu'elle avait donné l'impression que tout était simple. Je lui ai répondu que ce ne l'était pas, et que c'était justement cela qui comptait. Je lui ai dit que les compliments creux ne m'avaient jamais aidé, et qu'elle n'en avait pas besoin non plus. Nomme le travail. Fais le travail. Puis repose-toi. Recommence. Elle a noté ces mots dans un coin de son carnet, comme une prière discrète. J'aimais son sérieux, et sa capacité à rire d'elle-même quand elle renversait de l'eau, avant de nettoyer avec la précision d'un chirurgien. Les semaines suivantes, mes journées ont trouvé un rythme paisible. Avant le petit déjeuner, je courais sur le sentier qui serpentait autour du parc. Mon souffle s'élevait en buée dans l'air froid, puis s'apaisait lorsque le soleil montait. J'ai appris à préparer une soupe simple dans une seule marmite, généreuse en carottes et en lentilles, que j'emportais dans un bocal les jours les plus longs. Je regardais Aube dormir, ses petites pattes bougeant comme si elle gravissait une colline dans son rêve. J'ouvrais la fenêtre pour laisser entrer l'air vrai, même quand le froid engourdissait mes doigts sur le clavier. Personne ne me demandait d'être quelqu'un d'autre, et pour la première fois, je ne me le demandais pas non plus. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la soutenir et à la partager autour de vous. Vos impressions et réflexions sont toujours les bienvenues. Et pour découvrir d'autres récits, pensez à suivre la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Le jour du 5e anniversaire de mariage de Suzanne et Adrien, tout semblait parfait en apparence. La réception était élégante, les invités admiratifs, et Adrien jouait une fois de plus le rôle du mari idéal. Pourtant, derrière les sourires et les coupes de vin levées, la vérité était bien plus sombre. Au cours de la soirée, Suzanne assista silencieusement à une scène qui marqua un point de non-retour. Un ami d'Adrien, pensant pouvoir parler librement, lui demanda en français des nouvelles de sa petite assistante. Adrien répondit avec légèreté, allant jusqu'à plaisanter sur le fait que cette relation devait rester secrète pour éviter que sa femme ne le quitte. Les hommes rirent, complices, tandis que Suzanne, assise juste à côté, comprenait chaque mot. Personne ne savait qu'elle parlait parfaitement le français. Personne ne se doutait qu'elle connaissait déjà l'existence de la maîtresse de son mari. Suzanne ne cria pas, ne fit pas de scandale.
À cet instant précis, quelque chose se brisa en elle, non pas dans le bruit, mais dans un silence glacial. Elle observa Adrien poser délicatement sur son assiette une tranche de cantaloupe, son fruit préféré, comme pour maintenir l'illusion d'une attention sincère. Ce geste, autrefois tendre, lui parut soudain vide de sens. Lorsqu'Adrien remarqua qu'elle ne mangeait pas, il se tourna vers elle, abandonnant le français pour l'anglais, et lui demanda avec une fausse inquiétude si quelque chose n'allait pas. Suzanne répondit calmement, dissimulant sa douleur derrière un sourire maîtrisé. Adrien expliqua qu'il parlait simplement de travail à l'étranger, persuadé que sa femme ne comprenait pas le français. Il avait oublié ou ignoré qu'elle avait étudié à Paris autrefois. Son mensonge glissa sur elle sans provoquer de colère. Elle ressentait désormais autre chose, une lourde oppression, un besoin urgent de s'éloigner. Suzanne quitta la salle du banquet sous prétexte de prendre l'air. En traversant les longs couloirs étincelants, elle entendit les murmures admiratifs des invités. On parlait d'elle comme d'une femme chanceuse, enviée, épouse d'un homme parfait. Certains soupiraient, rêvant de vivre une histoire semblable. Autrefois, ces paroles l'auraient touchée. Ce soir-là, elles ne signifiaient plus rien. Personne ne connaissait la vérité. Personne ne savait que l'homme adulé par tous avait déjà détruit son cœur. Ce que les invités ignoraient aussi, c'est que Suzanne avait découvert la trahison la veille. Elle avait prévu de surprendre Adrien en avance avec son cadeau d'anniversaire, désirant partager un moment intime et sincère. En se rendant discrètement dans son bureau, elle espérait lui offrir de la joie. À la place, elle tomba sur une scène qui balaya les dernières illusions qu'elle nourrissait encore. À travers les grandes baies vitrées, elle vit Adrien enlacé à sa jeune assistante, Vanessa Blake. Leurs corps collés l'un à l'autre racontaient une vérité impossible à nier. Ils restèrent ainsi pendant des heures, jusqu'à se rhabiller et partir comme si de rien n'était. Suzanne, cachée dans l'ombre, sentit son monde s'effondrer sans pouvoir réagir. Ce moment grava en elle une certitude irréversible. Dans les jours qui suivirent, Suzanne traversa une tempête intérieure silencieuse. Le chagrin et le désespoir laissèrent place à une froide indifférence, puis à un vide total. Elle comprit que son amour était mort, non pas dans la colère, mais dans l'épuisement. Adrien n'était plus l'homme qu'elle aimait, mais un étranger capable de mentir avec élégance. Sans faire de bruit, Suzanne prit une décision. Elle envoya sa candidature à un institut de recherche gouvernemental, connu pour son isolement et sa rigueur. Ce choix n'était pas une fuite, mais une renaissance. 3 jours plus tard, elle savait avec certitude qu'elle quitterait Adrien pour toujours. Le mariage qu'on croyait parfait n'était plus qu'une façade. Ainsi s'acheva l'histoire d'un amour admiré de tous, mais détruit dans le silence. Suzanne, que l'on croyait comblée, choisit de se libérer. Non par vengeance, ni par scandale, mais par dignité. Ce soir-là, elle comprit que certaines fins ne méritent pas de cris, seulement le courage de partir. L'histoire bascule le jour où Vanessa, bouleversée et en larmes, révèle une vérité qui change tout. D'une voix tremblante, elle sort un document de son sac et avoue qu'elle est enceinte. Cette annonce foudroie la narratrice, qui se sent soudain étouffée, comme si son cœur se serrait sous un poids invisible. Cette grossesse réveille une douleur ancienne et profonde. Au début de son mariage avec Adrienne, elle avait accepté de renoncer à la maternité. Il lui avait alors expliqué, avec une douceur trompeuse, que les enfants risquaient d'affaiblir l'amour exclusif qu'ils partageaient. Touchée par ce qu'elle croyait être une preuve de sincérité, elle avait accepté ce sacrifice sans se douter qu'il n'était qu'un mensonge. La vérité éclate alors avec une cruauté insupportable. Adrienne lui avait refusé le droit d'être mère, mais l'avait accordé à une autre femme. Tandis qu'elle encaisse le choc en silence, Adrienne, lui, change d'attitude. Après avoir lu le rapport médical, son inquiétude se transforme en tendresse. Il parle de la fragilité des premiers mois de grossesse, insiste sur la prudence, et promet de protéger l'enfant à tout prix. Il ordonne à Vanessa de l'attendre dans la voiture et décide de l'emmener lui-même à l'hôpital pour des examens complémentaires. Ces paroles rassurent immédiatement Vanessa. Ses larmes cessent, laissant place à un sourire fragile mais victorieux. Submergée par l'émotion, elle embrasse Adrienne avec une passion désespérée. Il lui rend son baiser, incapable de se détacher d'elle, comme si ce moment révélait enfin la vérité de ses sentiments. Cette scène intime, lourde de sens, confirme ce que la narratrice redoutait déjà. Adrienne a fait son choix depuis longtemps. Une fois Vanessa partie, la narratrice revient s'asseoir calmement à la table. Contre toute attente, elle ressent un soulagement étrange. Pour la première fois,
elle remercie le destin de ne pas avoir eu d'enfant avec Adrienne. Rien ne la retient plus. Elle comprend que partir sera désormais plus simple, plus propre, sans attache. Lorsqu'Adrienne revient, il adopte son masque habituel, celui du mari regretteux, faussement attentionné. Il annonce une urgence professionnelle qui l'oblige à quitter la ville immédiatement. Il lui demande de rester à la maison et promet un cadeau à son retour. Elle accepte sans discuter, affichant un calme qui le rassure. Il scrute son visage, à la recherche d'un signe de soupçon ou de colère, mais n'y trouve rien. Satisfait, il s'en va. Seule, la narratrice baisse alors les yeux vers le calendrier. Dans exactement 2 jours, elle partira. Peut-être pour toujours. Ce départ n'est plus une fuite, mais une décision ferme. Plus tard dans l'après-midi, un message arrive sur son téléphone. Une image d'échographie apparaît à l'écran. En dessous, un texte cruel et humiliant, Vanessa revendique sa victoire, affirme porter le premier enfant d'Adrienne, et traite la narratrice de femme stérile, l'invitant à divorcer et à disparaître avec dignité. Le numéro est inconnu, mais l'expéditrice ne fait aucun doute. Pourtant, ce message ne provoque aucune émotion. Le cœur de la narratrice est déjà froid. Sa décision est prise, irrévocable. Adrienne ne rentre pas durant les 2 jours suivants. Elle en profite pour préparer son départ avec méthode et lucidité. Elle trie ses affaires, donne ce qui peut l'être, détruit ce qui doit disparaître. À la fin, il ne reste que l'essentiel, soigneusement rangé dans une valise. Tout est prêt. Elle s'apprête à quitter cette vie faite de mensonges et de trahisons pour rejoindre l'institut de recherche. Ce départ marque la fin d'un mariage, mais surtout le début d'une reconstruction. Elle ne part pas brisée, mais libre.